Bonjour Amélie de Castéra. Bonjour. On va évoquer bien sûr les réjouissances de demain soir, mais d'abord, si vous le voulez bien, arrêtons-nous sur ces quelques couacs qu'il y en a déjà au Parc des Princes hier, des spectateurs qui n'ont pas pu entrer à temps pour le match Ouzbékistan-Espagne. Les files d'attente ont mis énormément de temps à se résorber. L'accès au stade aussi, au Stade de France, a été compliqué pour le rugby à 7. Ça fait un peu tâche à la veille de la cérémonie d'ouverture. Pardonnez-moi de vous dire, Marie Bernardo, qu'on n'a pas vu on n'a pas vécu la même journée. Ce sont des témoignages. Je vous dis, les choses se sont passées sur le plan opérationnel de manière très satisfaisante hier. On était dans une première journée qui était un grand défi, qui a été extrêmement positif sur le plan de la sécurité, sur le plan des transports. Il y a, comme dans toute compétition de cette ampleur, toujours dans toutes les éditions des Jeux Olympiques, de premiers petits réglages à optimiser. Sur la gestion des flux, ça s'est très très vite normalisé. Les spectateurs de Ouzbékistan et Espagne ont pu bénéficier du spectacle. Mais ils n'ont pas pu arriver à l'heure. Il y a une prise en main des petits appareils qui s'accélèrent. Ils ont été formés, les personnels de sécurité, les agents de sécurité et de contrôle, à l'usage de ces petits appareils. L'efficacité va augmenter, monter en puissance. Il y a une agilité. Et on ne devrait pas être efficace dès le premier jour, Madame la Ministre. Non, mais ça fait vraiment pas. Est-ce qu'on peut pas être efficace dès le premier jour ? Opérationnel qui ne doit absolument pas masquer que c'est sur le plan vraiment de l'expérience qui a été délivrée hier, très satisfaisant, mais par exemple aussi pour notre pays. Sur les QR codes, il y a des problèmes de lisibilité. On a vu des touristes, des gens qui avaient pris leur billet dire ça fonctionne pas toujours. Non, ça c'est autre chose. Je termine sur la partie stade. Au début, parce qu'on s'est mis énormément de pression sur la sécurité. Il y a un petit peu de zèle qui a été fait par les agents de sécurité qui fouillaient, surfouillaient. Et quand on a, y compris pour le Stade de France, tant Parc des Princes que Stade de France, donner les instructions pour que les flux s'accélèrent, tout est parfaitement rentré dans l'ordre. Et moi, je le dis... Donc pour vous, ça, c'est des balbutiements et il y en aura... Heureux, et exactement, mais vraiment, c'est vraiment du ressort de l'anecdote. Donc ne nous trompons pas, n'inversons pas les facteurs, soyons fiers de cette première journée, conscients de la difficulté de tout cela, et vraiment, honnêtement... Vous avez devant vous une ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui est extrêmement heureuse de cette Et on va en parler bien sûr. Autre point peut-être anecdotique, c'est vous qui allez nous le dire. Visiblement, il n'y a pas assez de personnel féminin pour les palpations de sécurité. Pareil aux abords des stades, des spectatrices. Est-ce qu'il y a des renforts qui sont prévus, ça aussi par exemple ? Il y a le bon nombre d'agents de sécurité privés. Nous sommes au rendez-vous des objectifs sur ce plan-là, grâce à un très beau et grand plan d'action qui a été fait avec le ministère du Travail, le préfet de la région Île-de-France. Et nous avons en bon nombre les personnes présentes. Ce qui peut se produire sur la sécurité privée, c'est ce qu'on appelle le no-show. Et aujourd'hui, on est là aussi sur tous les petits réglages opérationnels pour permettre que chacun des agents de sexe féminin ou de sexe masculin soit bien là au rendez-vous, à la bonne heure, au bon endroit. Mais là encore, on est sur l'épaisseur du trait. À Saint-Étienne, le match a dû être interrompu aussi hier soir, des supporters qui envahissent le terrain. Ça, c'est difficile à empêcher. C'est une entrée très française dans cette interview. Là aussi, on va y venir, je vous avais prévenu. Sur ce match de Saint-Étienne entre Maroc et Argentine, il y a eu un petit moment de confusion. Ça, je ne veux pas le nier, mais qui est lié à une difficulté d'arbitrage. Il y a une petite intrusion qui était d'ailleurs, qui n'aurait pas dû se produire, mais qui était plutôt bon enfant de la part de supporters marocains. Ça s'est ensuite entremêlé avec un long temps d'arrêt dans lequel il y a eu un petit peu de tergiversation sur le plan de l'arbitrage. Un débrief a été fait entre le comité d'organisation et la FIFA. Tout va rentrer dans l'ordre. Il y aura un prochain match entre Ukraine et Maroc samedi prochain à Saint-Étienne. Tout sera absolument nickel. Je m'y engage avec toute l'équipe. Vous allez me dire que c'est très français. Le président de la Fédération internationale de judo estime que le site de l'Arena Champ-de-Mars qui accueille les judokas n'est pas à la hauteur. Visiblement, il est très en colère. Les tapis ne correspondent pas au standing qu'on peut attendre des jeux. Il n'est pas du tout très en colère. Et là aussi, je le dis, le début des épreuves de judo, c'est quand ? En tout cas, il pointe ses samedis. C'est quand le début des épreuves de judo ? C'est samedi. C'est samedi. Merci. Voilà. Mais oui, mais donc il reste 48 heures pour rendre ça nickel à la poussière près, et ça sera impeccable. Là aussi, on s'y engage. Vous avez vu à quel point, moi j'ai envie vraiment que là on se rende compte des choses, à quel point le Stade de France était éblouissant hier. Alors, je ne l'ai jamais vu aussi beau. Et plein. Et plein. Merci de le souligner, Marie Bernardo. Et je dis, voilà, parce que
couleurs de ce stade de France, absolument magnifique. Ces écrans géants, cet accompagnement musical, l'ambiance était exceptionnelle, comme elle l'était hier soir au Vélodrome pour la victoire 3-0 de nos Bleus au football contre l'équipe des États-Unis. Comme on est dans la liste des petites choses qui peuvent venir, des grains de sable qui peuvent venir gâcher la fête, il y a le Covid. On voit qu'il y a certains athlètes, par exemple les athlètes belges, qui ont dû différer leur venue parce que certains sont positifs au Covid. Il y a une athlète aussi, une joueuse australienne de water-polo qui est à l'isolement parce qu'elle est positive. Est-ce que vous craignez là aussi un cluster ou en tout cas un risque de contagion ? Vous auriez pu aussi me parler peut-être de la natation française. Oui. Non mais je veux dire, le Covid fait partie de nos vies. Quelles précautions ? Les athlètes sont exposés à cela. Des précautions très importantes, les gestes barrières, toute la dimension d'accompagnement médical sont mises au meilleur standard. Et bien entendu, il est de la responsabilité de chaque délégation sportive de tout mettre en œuvre pour que nos athlètes puissent être au top de leur forme, que s'il y a le moindre risque, le moindre symptôme, les personnes soient tenues suffisamment à distance pour qu'il n'y ait pas d'effet de contamination. Mais je le redis, on en reparlait avec Frédéric Valtou et Catherine Vautrin. Il n'y a absolument pas de pic épidémiologique. Ça ne sert à rien de jouer à se faire peur. C'est des problèmes suffisamment sérieux et on a suffisamment de choses à faire pour bien proportionner les choses à leur juste importance. Il y a quelques cas, ça et là, ils sont traités avec le sérieux, l'attention nécessaire. Et on va parler de ces choses qui restent à faire, notamment la cérémonie d'ouverture demain soir, bien entendu, à laquelle vous allez assister. On en parle dans une minute puisqu'il est 8h40, c'est l'heure du Fil Info avec Mathilde Romagnan. Joe Biden a voulu sauver la démocratie et laisser la place à des voix plus jeunes. Voilà comment le président américain explique son retrait de la course à la Maison-Blanche. Il dit aussi avoir voulu unir le Parti démocrate. Donald Trump, lui, donnait hier son premier meeting de campagne depuis l'abandon de Joe Biden et il s'en est pris directement à celle qui lui succède, Kamala Harris. Le candidat républicain l'a qualifiée de cinglé de la gauche radicale, je cite, qui va favoriser l'exécution de bébés. Il fait référence à son combat pour le droit à l'avortement. Reprise du trafic aérien à l'aéroport d'Hambourg, le premier aéroport d'Allemagne. Il a été suspendu ce matin, le trafic, pendant 2 heures après l'intrusion de militants écologistes sur le tarmac. La police est intervenue. La chanteuse Aya Nakamura participera bien à la cérémonie d'ouverture des JO demain soir. L'artiste francophone la plus écoutée dans le monde sera sur scène avec Philippe Catherine, Juliette Armanet ainsi que Sofiane Pamar et le DJ Céron. France Info. Le 8-30 France Info, Fanny Guinochet, Marie Bernardo. Et on retrouve Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Justement, on l'entendait, les Français sont impatients de cette cérémonie, de ces réjouissances à venir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand même ce matin sur les artistes ? On a vu arriver Céline Dion, Lady Gaga. Ce sont juste des coïncidences ? Je peux vous dire que nous serons prêts, que ce sera un spectacle éblouissant, qui va rendre notre pays fier, qui va donner du bonheur au monde entier, qui a été préparé avec une minutie absolument exceptionnelle sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'artistique, sur le plan de la logistique, sur le plan de l'expérience spectateur. Alors justement, maintenant, cette expérience... 36 heures à attendre, ce sera formidable. Voilà. Cette expérience téléspectateur vous ou pouvez pas nous en dire plus. Vous pouvez pas nous dire quand même, nous donner une ou deux indications. Ça va être un très beau récit qui va entremêler la dimension artistique avec ses 3000 comédiens, musiciens, danseurs, avec une manière d'entremêler tout à fait unique, le protocole, la parade des athlètes sur ces 6 km. On aura au global 8000 athlètes qui vont parader. Ça va être formidable. On aura en plus un niveau de scène, de la scène et un débit de la scène compatible avec les exigences de la bonne progression des bateaux, du choix des bateaux. La météo. Tout ça est rassurant. La météo était, tout petit peu mitigée hier en termes de prévision, mais rien du tout de préoccupant. Et vous avez téléchargé toutes les applis de météo possibles ou pas ? Tout se présente bien. Vous avez téléchargé toutes les applis météo possibles ou pas ? Vous regardez ça toutes les 5 minutes ? Oui, c'est l'un des C'est une vraie facteurs qu'on préoccupation. regarde. Évidemment, c'est un des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Donc on espère que
Voilà, les éléments seront un petit peu avec nous sur cette dimension-là. Mais de toute façon, encore une fois, les prévisions aujourd'hui météo permettent de savoir qu'il n'y a pas du tout de problème, il n'y a pas du tout de drame du tout. Et aujourd'hui, tout se passera bien. De chefs d'État sont déjà présents, de chefs d'entreprise qui sont invités à venir au Louvre pour un sommet ce soir du sport, c'est ça Absolument, ça c'est une initiative conjointe du président de la République et de Thomas Barr, le président du CIO. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Avec un double but. Le premier, c'est d'affirmer notre volonté d'inscrire le sport davantage au cœur de la société. Et deux, de montrer sa contribution aux objectifs du développement durable. Par exemple, c'est l'héritage des Jeux, là, maintenant. L'éducation, la nutrition, la bonne santé, le fait aussi d'être un facteur d'inclusion pour les femmes, pour les personnes réfugiées, c'est un thème qui est très cher au CIO, vous le savez. Et surtout, nous avons ce soir, grâce au travail qui a été fait sous la houlette de l'Agence française de développement, des engagements financiers concrets sur lesquels à la fois des acteurs étatiques, mais aussi des organisations internationales, des acteurs privés, des fédérations sportives ou des ligues de sport professionnelles s'engagent pour permettre de construire des équipements, pour développer la place du sport à l'école, pour renforcer la dimension d'inclusion des jeunes par le sport sur le marché du travail. C'est des actions très concrètes, donc ça va être un très beau moment, très rythmé, avec des acteurs de premier plan. On aura aussi de grands athlètes présents. Je pense par exemple à un Tony Parker qui sera avec nous ce soir et qui va marquer la volonté, vous savez, un peu comme on l'a fait historiquement entre le sport et la culture avec l'Olympiade culturelle. C'est un petit peu la même logique. C'est vraiment de lier le sport et le développement durable. Et justement, rendez-vous consacré donc au développement durable. La France, les Alpes françaises se sont vues attribuer l'organisation des Jeux d'hiver en 2030. Est-ce que ça, c'est raisonnable de ce point de vue-là ? C'est raisonnable pour contribuer à bien penser l'avenir de nos montagnes dans un contexte de réchauffement climatique et pour continuer à faire évoluer le modèle des Jeux d'hiver vers quelque chose de plus durable, de plus responsable, exactement comme on est en train de le faire pour les Jeux d'été. Mais vous savez qu'à Paris, nous divisons par 2 l'empreinte carbone par rapport aux éditions précédentes des Jeux, grâce à toute une série d'innovations, de la construction jusqu'à la manière dont nous déployons les énergies renouvelables, dont nous déployons des bornes événementielles sur toutes les fan zones. On voit bien qu'il y a toute une série exceptionnelle d'innovations. Sans neige, madame la ministre. Le but, c'est d'arriver à faire exactement pareil pour les sports d'hiver, de donner aussi une chance à nos athlètes des sports d'hiver de bénéficier des mêmes accélérateurs que ce que les athlètes des Jeux d'été avec Paris 2024 ont pu avoir, et de faire en sorte qu'on arrive, nous, à démontrer la France, qui avons réinventé les Jeux de l'ère moderne, ne l'oublions pas, qu'on arrive à innover et à inscrire cette durabilité au cœur des grands événements sportifs. Innover, ça veut dire remplacer la neige, alors très concrètement en 2030 ? Non, ça veut dire d'abord tenir compte d'un contexte de réchauffement climatique, tenir compte de nos engagements écologiques et faire en sorte que cette promesse qui devient réalité à Paris, avec les premiers Jeux alignés sur l'accord de Paris pour le climat, nous aurons la même volonté, la même détermination pour les Jeux d'hiver. Et cette exigence, elle est d'autant plus importante qu'on sait que la montagne est confrontée à des enjeux spécifiques sur ces transitions-là. Donc le but est de mieux les penser, de les penser en équipe, avec la contribution de plusieurs acteurs, avec des financements additionnels, et de se donner une chance pour nos montagnes françaises qui le méritent d'avoir un avenir serein et dans lequel on investit. De financement pour ces Jeux 2030 dans les Alpes, il faut encore une garantie pour que cette candidature soit confirmée ? Oui, alors d'abord, ce sont des jeux qui sont moins coûteux que les jeux d'été. Et oui, bien entendu, il faut une garantie. Mais vous avez un les ordre étapes d'idée quand vous dites c'est moins coûteux ? définies par le CIO qui attend la garantie financière de l'État français pour le mois d'octobre. Garantie qui devra faire l'objet ensuite d'une confirmation en loi de finances ou en loi de finances rectificative dans le premier trimestre de l'année 2025. Quand vous dites le montant de ces jeux sera moins important que celui des jeux d'été, vous avez déjà un ordre d'idée ?
Aujourd'hui, par exemple, dans nos Jeux de Paris 2024, on a 2 fois 4,4 milliards pour le comité d'organisation d'un côté et pour la société qui a bâti les ouvrages olympiques. Donc c'est un total de 8,8 milliards. Si je prends ces 2 mêmes postes de dépenses, on est à moins de 3 milliards pour les Jeux d'hiver. Et il y aura encore une fois de très nombreux financements privés. Le but n'est pas qu'il y ait une contribution qui repose sur l'État. Le but est de trouver un accord global. Il y aura une contribution financière de la part de l'État, mais aussi des régions, avec un accord qui a été trouvé pour une contribution à parité. 2030, on n'y est pas. On se concentre sur Paris 2024 pour l'instant, avant cette cérémonie d'ouverture. Et ces 2 semaines de compétition. Donc, vous évoquiez le CIO, le patron du CIO, Thomas Bach, se vante de pouvoir assister à tout. Vous assistez à quoi pendant ces 2 semaines? Vous allez voir quoi, Amélie Oudéa-Castéra? Moi, je jongle d'un site à l'autre. Hier, j'ai eu la chance de voir ce très beau match de rugby à 7 dans de très beau stade de France, parce que le match était un tout petit peu en deçà de nos attentes. On avait une équipe de rugby à 7 un petit peu crispée, mais ils se sont mieux libérés le soir contre l'Uruguay. Je suis sûre qu'aujourd'hui, contre les Fidjiens, ça ira bien. Les quarts de finale ce soir. Très beau moment. Vraiment, ça faisait plaisir de voir ce premier but libérateur d'Alexandre Lacazette hier soir face aux États-Unis, au stade de Marseille, au stade. Aujourd'hui, vous allez assister à d'autres. Oui, absolument. Je serai à ce match-là contre Fidji au Stade de France. C'est important pour la confiance, pour la dynamique, même si l'accès au quart de finale de notre équipe de France de rugby à 7 avec Antoine Dupont et le capitaine Paulin Riva est déjà acquise. Ce qui est une belle nouvelle, là aussi, sur le plan sportif. Et disons-le. On espère les voir en finale ce samedi. Bon jeu à vous, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Merci d'être passée par France Info ce matin.